bourse. Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Nos invités, direction New York tout d'abord. Pour commencer cette demi-heure, Grégory Volokin est avec nous en duplex, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bon, peut-être un mot de l'ambiance des marchés, un retour d'un week-end de 3 jours pour les investisseurs américains. Qu'ont-ils, ces investisseurs, à se mettre sous la dent pour reprendre leur activité aujourd'hui, Grégory ? Ouais, je dirais ils ont surtout à se mettre sous la dent des glaçons parce qu'il fait extrêmement froid, moins 15 degrés ce matin à New York, et c'est pas vraiment anecdotique parce qu'en fait l'ambiance a de la peine à se réchauffer. Pourquoi ? C'est qu'on est face toujours à ce shutdown du gouvernement qui dure maintenant depuis 31 jours. Et ça commence à inquiéter les investisseurs, ça commence en fait à inquiéter tout le monde de voir que s'il n'y a pas une porte de sortie, on va avoir un effet évidemment sur l'économie qui deviendra de plus en plus net. Donc je dirais, on est un peu gelé sur nos positions, sans jeu de mots, tout simplement que on attend qu'il y ait un certain réchauffement à Washington pour pouvoir reprendre du risque et pour pouvoir repartir peut-être en hausse sur les marchés. Alors effectivement, toute l'activité ne fonctionne pas normalement aujourd'hui aux États-Unis avec la fermeture de cette administration fédérale. Ça perturbe notamment la publication de beaucoup de statistiques économiques. Il y a quand même un chiffre qui vient de sortir, Grégory. Ce sont les reventes de logements, les ventes de logements anciens pour le mois de décembre, qui marquent une chute quand même assez sensible de 6,4%. Et ce qui, selon cet indicateur, montre que l'année 2018 a été quand même une année de coup d'arrêt pour certains segments de l'immobilier, puisque les logements anciens sur l'ensemble de l'année ont baissé de plus de 10% aux États-Unis. C'est un sujet toujours très sensible, l'immobilier américain. Comment est-ce qu'on l'évalue aujourd'hui à travers ce dernier indicateur, Grégory ? Oui, essayons d'expliquer ce chiffre. Alors d'abord, les logements anciens, c'est 90% des ventes de logements aux États-Unis. Donc c'est la majorité des ventes de logements. Seulement 10% sont des nouvelles constructions. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. La deuxième chose à dire, c'est que c'est le chiffre le plus faible en 3 ans. Donc ça montre un tassement du marché du logement. Il faut voir les raisons de ce tassement du marché du logement, et en fait, il y a 2 raisons principales. Une des raisons, c'est la hausse des prix. Donc les logements devenant de plus en plus chers, il y a de moins en moins d'acheteurs. Et l'autre raison, c'est en fait le manque d'objets à acheter, le manque de maisons à acheter sur les marchés, donc le manque de choix qui pourrait être positif pour les acheteurs. Donc à cause de ces 2 raisons, on ne peut pas dire qu'on est dans un cycle qui s'effondre, qu'on est dans une situation particulièrement dramatique. On comprend très bien où on en est au niveau du logement, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est faible, et il faut aussi le dire, évidemment, que c'est un chiffre qui va avoir un impact sur les activités, par exemple, des banques, au niveau des prêts immobiliers. S'il y a moins de ventes de logements, il y a moins de prêts. Donc rien n'est innocent, mais ce chiffre en lui-même n'est pas un signal d'alarme par rapport à la santé de l'économie. Bon, voilà pour cette statistique immobilière, les ventes de logements anciens qui marquent quand même une baisse significative en décembre. Moins 6,4% et moins 10% environ sur l'ensemble de l'année 2018. Grégory, on écoute aussi beaucoup le discours des entreprises en ce moment, alors qu'ils publient leurs résultats trimestriels et qui essayent d'apporter le maximum de prévisions ou d'éléments de leur activité pour la suite, pour les prochains trimestres, notamment dans la grande consommation. On a un groupe comme Johnson & Johnson qui a publié ses résultats. Est-ce qu'il y a des points dans le discours de Johnson & Johnson qui vous semblent intéressants à suivre et à rapporter, Grégory ? Si on regarde un peu le détail des activités de Johnson & Johnson, on pourrait dire que la première réflexion qu'on peut faire, c'est que quand il y a de la croissance, elle est vraiment minime. C'est une croissance de 1 à 2% au niveau de certaines branches d'activité. Donc, c'est pas un signal particulièrement de force. L'autre chose, c'est qu'il souffre aussi de certains phénomènes qui commencent à se mettre en place aux États-Unis. Par exemple, pression sur les cours des médicaments. Il y a une telle volonté politique de la part en fait de tous les partis pour mettre fin à cette hausse éternelle du prix des médicaments que là les compagnies dans le secteur ne peuvent plus vraiment augmenter les prix comme elles le souhaiteraient.
c'est pas négatif pour l'ensemble des Américains. C'est pas positif évidemment pour les compagnies qui vendent des médicaments. On voit aussi au niveau de Johnson & Johnson l'impact du dollar, hein, qui est quand même fort, qui est au-dessus de ce qui avait été prévu il n'y a même que 6 mois. Donc évidemment, c'est un impact négatif sur toutes leurs ventes à l'étranger. Donc c'est vraiment l'exemple d'un groupe où les choses ne vont pas du tout mal. Elle a une croissance, cette compagnie, à peu près avec la croissance de l'économie. Sauf que comme c'est une action dans laquelle il y a eu toujours beaucoup d'investisseurs qui allaient se réfugier, entre guillemets, on arrive à une action qui n'est pas bon marché du tout, avec des multiples aux alentours de 20 fois les earnings, ce qui fait que l'attrait de cette compagnie pour un investisseur actuellement n'est peut-être pas criant, et c'est ce qui explique un peu la baisse du titre aujourd'hui. Rien de dramatique, mais rien non plus de très très excitant. Rien de flamboyant. Bon, Johnson & Johnson qui recule d'un peu plus de 1%. L'actualité des GAFA aussi, Grégory. Alors c'était hier, mais la CNIL française infligeait une amende de 50 millions d'euros à Google pour la gestion de ses données utilisateurs, hein, dans le cadre du nouveau règlement général de protection des données entré en vigueur en mai 2018. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, confirme une taxe GAFA à la française à partir du 1er janvier de cette année, hein, donc rétroactive, sur le chiffre d'affaires des grandes plateformes, ou en tout cas des groupes qui réalisent 750 millions d'euros au moins de ventes mondiales, dont 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Et cette taxe pourrait aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires numérique de ces grands groupes. Est-ce que la France fait trembler les GAFA? Non, c'est un peu provocateur de ma part, Grégory, mais néanmoins, est-ce que ces décisions de la CNIL, de Bercy, est-ce que ce sont des signaux faibles quand même que les GAFA doivent, selon vous, surveiller de près aujourd'hui? Non, c'est des signaux importants, parce qu'on sait d'ailleurs que aux États-Unis, une des grandes discussions, c'est justement d'arriver avec une réglementation pour mieux protéger la sphère privée et l'utilisation des données de ces GAFA. Maintenant, le fait de mettre une amende, je dirais, risque d'avoir un effet négatif pour beaucoup de monde, pas seulement pour Google, parce que 57 millions de dollars pour Google, c'est absolument ridicule, c'est pas un vrai chiffre. Par contre, pour toute je dirais, la biosphère qui est autour d'un Google, des jeunes entrepreneurs en France qui ont besoin de ces GAFA dans leur business plan. Si ces GAFA commencent à se retirer du territoire français, ça ne peut pas être vu comme quelque chose de positif. Donc, je dirais, c'est très bien de se rendre compte d'un problème qui est très important, qui est celui justement de la protection des données personnelles. Juste taper sur les doigts avec une amende, je pense que ça ne va pas très très loin. Et en plus, en sachant qu'en Europe, les Français font cavalier seul. Si on voulait vraiment arriver à une protection des données personnelles, c'est pas seulement la France qui devrait agir dans ce domaine-là. Bon, et puis on peut terminer. Alors, enfin, c'est même plus un fonds activiste. On parle du fonds Elliott, hein, qu'on connaît un petit peu en France. Il est arrivé notamment au capital de Pernod Ricard récemment. Enfin, c'est un fonds hyper activiste, Elliott. On a recensé plus de 20 dossiers qui ont été ciblés par Elliott l'an passé. C'est le plus activiste des fonds activistes dans le monde. Elliott, un des plus gros également. Et à cette vingtaine de dossiers déjà ciblés l'an dernier, il faut rajouter. Alors, je citais Pernod Ricard côté français, et puis également eBay, puisqu'on a appris que Elliott avait une participation de 4%, je crois, au capital d'eBay. Qu'est-ce qui intéresse Elliott chez eBay, Grégory? Ce qu'ils disent en fait, parce qu'ils le disent très clairement, ils disent eBay a sous-performé les marchés et la structure d'eBay n'est pas très favorable pour les investisseurs. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple, dans eBay, il y a une activité qui s'appelle StubHub. StubHub, c'est une activité qui marche très bien, où on vend des billets, que ce soit des billets de sport, de concerts. Ils disent, cette activité n'a pas de synergie avec la plateforme eBay, elle devrait être séparée. Il y a une activité marketplace qui devrait être aussi séparée. Et ils disent, eBay n'est pas du tout mort. C'est encore une compagnie qui attire énormément de personnes, énormément de business. Il faut absolument tirer mieux parti de ce joyau. Et il propose entre autres quelque chose qui est toujours assez commun, de racheter des actions. C'est vrai que les actions de eBay qui n'ont
pratiquement rien fait, et si on les compare aux GAFA, c'est vraiment pas beau, ils pourraient se permettre de racheter des actions. Donc on pourrait dire que eBay, Elliott, il voit de la value et il voit des transformations potentielles, pas des bouleversements. Il n'appelle pas du tout à renverser le management. D'ailleurs, c'était le même cas avec Pernod Ricard. Il n'avait pas un discours agressif vis-à-vis du management, mais il arrive en proposant des mesures qui pourraient être favorables pour les actionnaires, et qui dit pour les actionnaires dit pour aussi l'avenir de cette société. Le titre eBay sur cette nouvelle information, donc l'arrivée d'Elliott au capital. eBay qui gagne un peu plus de 8% actuellement en ce début de séance à New York. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous tous les jours depuis les États-Unis pour commenter l'actualité de Wall Street, le président de Mescart Financial Services. On va en venir à la partie technique des marchés, c'est Marc Daguerre qui est avec nous